bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Michel Sibony et Béatrice Orès. Vous êtes toutes les deux militantes à l'Union juive française pour la paix. Michel, notamment, vous avez vécu en Israël pour vos études. Donc vous connaissez le pays et vous avez gardé quelques contacts sur place. Béatrice, de votre côté, vous êtes co-autrice du livre Parcours de juifs antisionistes en France, aux éditions Sileps en 2022. Et aujourd'hui, donc en octobre 2023, vous avez sorti un ouvrage qui s'intitule Antisionisme, une histoire juive, qui regroupe, c'est un recueil de textes de juifs antisionistes, et donc que vous avez sélectionné et que vous avez trié par thématique. Donc un livre très utile par les temps qui courent, notamment dans le contexte actuel. Donc on voulait en discuter avec vous. L'UJFP a été créé en 1993 après les accords d'Oslo par un groupe, notamment Richard Wagman. Et le pôle d'activité au départ, c'était donc l'égalité des droits en Palestine-Israël, l'autodétermination des Palestiniens, le droit au retour des Palestiniens sur leurs terres desquelles ils avaient été expulsés. Et au fur et à mesure des années, nous avons dû travailler sur un deuxième pôle d'activité, l'antiracisme politique, puisque malheureusement, au fur et à mesure des années, la politique française devenait de plus en plus raciste et on considérait qu'il y avait un racisme d'État. Et il y a une dizaine d'années, il y a déjà pas mal de temps, on a commencé à lutter contre l'islamophobie, alors que c'était mal vu et peut-être à cause de ça, on pourrait dire qu'on était un petit peu mis de côté par certains groupes qui n'avaient pas encore fait ce travail de lutte contre l'islamophobie, qui était un racisme institutionnel évident dès le début, enfin depuis toujours d'ailleurs, puisque la France est un État colonial et a gardé dans l'esprit politique de la France, c'est resté un État colonial, quoi qu'on en dise. Écoutez, on est tous et toutes des citoyens de ce pays, donc on voyait ce qui s'y passait. On se rendait bien compte depuis la deuxième intifada qu'on a vécu dans l'UJFP et en relation avec Israël, on se rendait bien compte que y avait un vrai problème dans la manière dont les gens essayaient de lutter contre la critique d'Israël. La deuxième intifada avait provoqué beaucoup de critiques très fortes, dont quelque chose qui ne serait pas imaginable aujourd'hui, le vote du Parlement européen en 2002 qui condamne explicitement Israël et demande des sanctions économiques. Aujourd'hui, dans la situation qu'on connaît, qui est la pire qu'on ait jamais vue, à part 48, c'est pas possible, et ça l'était en 2002, donc c'était très angoissant pour les sionistes. Et donc faire taire sur ça, c'était utiliser l'antisémitisme. Or on est une association juive, et qui est composée de gens qui sont des juifs et qui disent pas en notre nom, si vous voulez, c'est ça l'idée. Donc cette utilisation de l'antisémitisme nous a toujours perturbés, et on a toujours lutté contre, en faisant très clairement la différence entre antisionisme et antisémitisme, et en disant que la critique d'Israël était légitime, et n'était pas l'antisémitisme, c'est-à-dire une forme de racisme. Cela dit, avec le temps, entre 2002 et aujourd'hui, ça s'est précisé. Ça s'est devenu une opération quasiment internationale d'assimilation de deux notions qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble, même s'il y a des gens qui ont envie d'assimiler ces notions parce qu'ils sont racistes. Je veux dire, il y a des antisémites qui utilisent l'antisionisme pour justifier leur racisme et le décorer d'habits tolérables, mais on parle d'une marge qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on est en train de diaboliser toute critique d'Israël en la traitant d'antisémite, et que c'est arrivé, et ça a été pour nous l'événement déclencheur quand même, où on s'est dit là, il va falloir écrire
C'était la déclaration de Macron en 2017, Oui. au Vélodrome d'hiver. Hein. Nous ne céderons rien au message de haine, nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. Ça, c'était insupportable pour nous. On a aussi C'était à l'occasion d'une visite de Netanyahou. Absolument. invitation très officielle de Netanyahou à la commémoration de la rafle du Veldiv. Mais en plus, ça a pris des proportions internationales, on le sait, avec la définition de l'antisémitisme produite par l'Institut, enfin, l'Alliance pour la mémoire de l'Holocauste, IHRA en anglais, le sigle, a sorti une définition de l'antisémitisme qui est assez correcte, mais elle a été plus ou moins obligée, parce qu'il y avait un lobbying pro-israélien très fort, d'ajouter une série d'exemples d'antisémitisme dans lesquels il y a des exemples de critiques d'Israël et d'antisionisme qui sont assimilés à l'antisémitisme. Et l'IHRA a fait voter pays par pays cette définition avec les exemples quand elle y arrive. Et l'Union européenne a aussi voté la définition la mairie de Paris. Et la mairie de Paris, et Strasbourg, et puis des pays et des villes. Ces pays, institutions, partout où ils peuvent, ils le font. Un lobbying pour que cette définition soit adoptée. Voilà, c'est ce qui... Voilà, et ça a peut-être culminé pour nous en France avec Macron, mais ailleurs, aux États-Unis, à cause de la guerre contre Gaza en cours, les députés viennent de voter de nouveau une pénalisation de l'antisionisme. Donc on est en plein dedans. C'est peut-être pour ça que ce livre est tombé très juste, en fait. On ne l'a pas fait exprès. Hein. On l'a pas fait exprès. Mais... Nous, on voulait qu'il sorte début septembre, on était déçus du retard, et puis quand on s'est rendu compte que le 12 octobre, il sortait au milieu du chaos, on s'est dit, finalement, ça va peut-être être le moment de donner à lire... L'antisionisme, comment dire, le sionisme s'est offert aux Juifs. Il a été proposé aux Juifs comme une solution à leurs problèmes. Donc les premiers qui ont dit non et qui ont refusé le sionisme, c'est des Juifs. C'était ça notre point de départ. Oui, après, chacun des Juifs qui a réagi en fonction de ce qu'il était. Là, tu viens de donner l'exemple des Juifs libéraux américains. Libéraux américains. Il y a les orthodoxes, bien sûr, qui eux, c'était par rapport à la Torah et le Messie. C'est pas l'homme qui doit faire revenir les Juifs en terre promise, comme il l'appelle, mais ça doit être Dieu. Donc, ils refusaient le sionisme pour cette raison. Pour des questions religieuses. Après, il y a les autres. C'était même les premiers qui ont refusé. Hein. Les Juifs religieux ont été les plus violemment atteints. Dans un monde, il faut le rappeler, fin 19e, début 20e, le monde juif était majoritairement religieux, ultra majoritairement religieux. Donc, c'est pour ça que les premiers textes qu'on utilise sont des textes religieux, évidemment, avec des points de vue orthodoxes. Hein. Et ce judaïsme, comment dire, c'était le judaïsme s'est construit. Il y a une expression en hébreu qui se traduit en français par face à l'État. C'est pas contre l'État, mais c'est face à l'État. Il n'est pas et le judaïsme a toujours, enfin pas toujours, mais depuis la destruction de Jérusalem. C'est aussi un des éléments qu'on raconte hein, dans nos introductions des chapitres. Au moment où, rappelle-moi son nom parce que j'oublie chaque fois. Rabbi Ben Zakkai comprend que la guerre est perdue, que les Romains vont détruire Jérusalem et que il négocie avec eux. Il leur dit ok, je lâche le pays. Donnez-moi une ville pour y construire une école. Et il construit l'école de Yavne. C'est-à-dire que c'est le moment où et là on parle de je ne sais pas quel siècle avant Jésus-Christ. Oui, hein, le judaïsme est devenu portatif, c'est-à-dire il peut vivre n'importe où, il n'est pas lié à un territoire. Mais ça date de plus de 2000 ans l'affaire. Où l'idée c'est le judaïsme, c'est une manière d'être au monde qui n'a rien à voir avec le nationalisme. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc finalement,
ce judaïsme à qui tout d'un coup le sionisme vient offrir de remplacer le judaïsme par un nationalisme est scandalisé, quoi. Scandalisé. Sans parler du fait que le sionisme aussi explique au monde juif de l'époque vous êtes une erreur de l'histoire, vous êtes sorti de l'histoire, vous êtes en exil, vous êtes persécuté, on va vous rapatrier dans l'histoire. Il dit mais de quoi vous parlez? L'exil, c'est pas ça. L'exil, c'est une posture, il y a un des textes qui le décrit très très bien, de Amnon Raz Krakotkin, c'est une posture universelle. Oui, c'est un concept universel. Le monde est en exil, pas que les Juifs. Le monde entier est en exil et il doit être réparé. C'est le tikkun olam. Voilà, ça c'était le côté religieux. Le sionisme a intégré le désir profond, plus ou moins conscient, européen et occidental de se débarrasser des Juifs. C'est-à-dire, on n'arrive pas à vivre avec eux, ils ne nous aiment pas, ils nous persécutent, ça c'est la posture du sionisme. Partons et vivons séparés du reste du monde. D'une certaine manière, ils obtempèrent. Et ça leur est reproché par pas mal d'antisionistes qui disent attendez, vous utilisez les arguments des pires antisémites en fait. Et donc c'est pour ça qu'en fait il y a un lien entre le sionisme et l'antisémitisme, et on le montre dans le chapitre sur l'antisémitisme, où d'ailleurs on le voit bien dans la relation qu'a le gouvernement israélien avec les pires antisémites. Les pays antisémites, Orban, les Polonais, Bolsonaro. Oui, tant qu'ils soutiennent l'État d'Israël, c'est ça qui les intéresse. Voilà, ils s'en foutent qu'ils soient antisémites. Et puis les évangéliques américains, qui sont les pires antisémites et qui ça, c'est à la source. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre la source et l'arrivée, ce que tu dis, c'est-à-dire l'actualité, c'est comme une boucle. C'est-à-dire, beaucoup des antisionistes du début prévoyaient ce qui allait se passer. C'est ça qui est, qu'on voit dans les extraordinaire, surtout aujourd'hui. Beaucoup plus de lire, et beaucoup interpellé en tout cas, et fait réfléchir. C'est à quel point c'était écrit, quoi. Et c'est le cas de dire, c'était écrit, ils l'ont écrit, ils le disent, voilà ce qui va se passer. Alors après, chacun avec sa sensibilité. Les rabbins vont dire, on va perdre le judaïsme, qui est la colonne vertébrale du peuple juif. Et ça c'est vrai, puisque pour les sionistes, le sionisme a remplacé le judaïsme. Pour les juifs français, ou les français juifs, je préfère dire, qui sont pro-sionistes et qui défendent Israël à tout craint, notamment en ce moment, le sionisme c'est leur nouvelle religion. Moi je trouve l'exemple de Montaigu assez parfait, parce que Montaigu, seul ministre juif de la couronne, du gouvernement de Grande-Bretagne, dirigé par Balfour. Balfour, lui, éduqué dans l'évangélisme millénariste, antisémite, donc. C'est Balfour qui signe la déclaration Balfour qui promet un foyer juif en Palestine aux sionistes, avec une intention à peine voilée de se débarrasser des Juifs. Et c'est Montaigu, le seul juif de ce gouvernement, qui écrit un mémorandum en disant « Mais vous êtes antisémite ». Le titre du mémorandum, je l'ai oublié, mais je ne me rappelle jamais. Mémorandum sur l'antisémitisme du gouvernement britannique actuel. C'est en 1917, ça. C'est très clair. Ça ne peut pas être plus clair. Vraiment, cette histoire, elle est... bon, il est célèbre, ce mémorandum. Mais c'était évident qu'on ne pouvait pas ne pas le mettre là, quoi. Parce qu'il est trop parlant et que c'est un moment clé, c'est un moment tournant, 1917. Yasser Arafat disait jusqu'en 1917, les Juifs installés en Palestine sont des Palestiniens. À partir de 1917, ce sont des colons et on doit les chasser. Enfin, je ne sais plus comment il le disait, dans quel terme, mais pour lui, la déclaration Balfour était le tournant Avant ça avait pu être un colonialisme... il ne le considérait pas comme un colonialisme. Non, il ne le considérait pas. Voilà. Mais à partir de 1917, pour lui, c'est clair.
Donc il y a les antisionistes religieux, donc il y a les orthodoxes et les libéraux dont on vient de parler là. Il y a les humanistes, genre Hannah Arendt ou Martin Buber, qui se posaient la question, il y a des gens qui habitent là et il n'y a aucune raison qu'on ne partage pas. Hein, c'est pas la partition, c'est le partage du territoire. Parce que nous, on vient ici et eux, ils sont là. Et il faut qu'on partage le territoire. Donc c'est le partage plutôt que la partition. Ils s'opposaient plutôt à la chasse des Palestiniens arabes. Ils voulaient, c'est un peu comme certains marxistes hein, qui voulaient un monde judéo-arabe, hein, disons. Il y a les assimilationnistes qui donc disaient nous on veut vivre où on habite et puis donc, il disait que les Juifs pouvaient très bien vivre dans les pays absolument, c'est le cas de Montaigu, hein, c'est ce qu'il dit dans son mémorandum. Il disait plus que ça, il disait on s'est battu pour obtenir l'émancipation. Cette émancipation comme citoyen au sujet de la couronne, etc. Et vous nous faites perdre ces acquis, vous mettez en danger ces acquis. Absolument, vous mettez en danger les Juifs du monde entier par votre politique, votre idéologie plutôt que... Et puis il y a les internationalistes, donc on a regroupé sous le terme progressiste qui comprend les marxistes. Donc il y a Trotsky, il y a Rosa Luxembourg, il y a Otto Bauer, et puis Abraham Léon, et puis plus proche de nous, Bud Spen, Rosa Luxembourg, etc. Et le Bund quand même. Et le Bund qui est internationaliste, absolument, je l'oubliais. C'est tellement gros que c'est... Voilà. Je dirais qu'il y a plusieurs angles d'approche qui ressemblent aux angles de l'internationalisme lui-même, enfin aux diverses... Par exemple, si je prends Trotsky était au départ pas contre l'idée d'un... Enfin, en tout cas dans le texte, il n'est pas contre l'idée d'un État, alors qu'au départ c'est un internationaliste anti-étatique. Mais il dit on ne va pas arriver à en faire l'économie dans la situation où on est. Il parle en 1933. Rosa Luxembourg, elle est pas, il n'y a pas un texte d'elle, mais elle est citée, et sa citation est importante. C'est quoi toute cette multitude de petits États? Rappelons-nous, la question du nationalisme, elle est au cœur de l'internationalisme, justement parce qu'on est dans l'époque de la destitution des grands empires et de la revendication des États-nations. Donc l'internationalisme, évidemment, c'est haut pour Rosa Luxembourg en disant c'est que cette histoire, on va encore faire un état de plus microscopique qui sert à rien et qui amène que des problèmes. Enfin, je le dis bien plus mal qu'elle. Abraham Léon, moi j'adore son texte, je veux dire, parce que lui, il a un recul où il essaye d'analyser comment la bourgeoisie et le capitalisme a utilisé les Juifs pour les amener jusqu'au sionisme. Je ne sais pas si c'est un bon résumé. Si, c'est un bon résumé. Ça marche. Notamment l'impérialisme. C'est l'impérialisme et le capitalisme. Voilà, il fait ce lien avec une analyse que je ne l'avais pas lue avant, je reconnais, et j'étais impressionnée. Sur le marxisme, il y a le Bund, qui est un très gros morceau quand même. Le Bund, premier syndicat parti juif. Lituanie, Pologne et Russie. Énorme syndicat qui était... On est effectivement dans la revendication des autonomies des peuples de Russie, de l'Empire russe. Et ce que dit le Bund, c'est... il parle de la territorialité de... Comment dire? Symbolique. On est un peuple, mais là où on vit. Vous allez nous entraîner nulle part ailleurs. Et là où on vit, ce qu'on revendique, c'est une forme d'autonomie culturelle. On a une langue, le yiddish, puisque à l'époque on décrit comme ça les États-nations, d'accord? Un peuple, c'est une culture, une langue, un territoire. Une religion, etc. Le sionisme dit, il manque le territoire, donc on va vous donner un territoire. Et comme en plus on est à l'époque du colonialisme, il n'y a aucun problème d'aller chercher une colonie. Ça, c'est le sionisme. Ce que dit le Bund, c'est, on a des éléments caractéristiques de peuple, mais on vit ici, c'est licité, Doigkeit en yiddish. On vit ici, on reste ici, mais on veut une reconnaissance de ce qu'on est, de notre religion, de notre langue, etc., etc.
Ce qui est un abord tout à fait particulier du marxisme et plus limité, je dirais. Et puis on a le Matzpen en Israël. Et pour finir sur le, Oui. le Bund, ils insistaient sur la lutte des classes et partir sur une lutte nationaliste empêchait de travailler avec l'ensemble des ouvriers dans le cadre de la lutte des classes. C'est ça l'idée. Alors, il y a un autre, c'est pas fini, hein. Il y a les communistes égyptiens, irakiens, il y a tous les pays du Moyen-Orient dont la composante marxiste communiste inclut des ligues juives qui se battent également contre le sionisme et pour l'égalité de tous ces citoyens dans cette région. Donc il y a dans notre livre deux textes, hein, la ligue juive égyptienne et la Ligue irakienne. Et c'est vraiment des textes intéressants et c'est très contemporain. On a la même problématique aujourd'hui. Ouais. Et j'ai réagi en bonne occidentale. Hein. J'ai éliminé les Schwarz. Et pourtant, à partir du moment où l'État a été créé, je veux dire, il n'a jamais été question de détruire l'État. Il a été question, les antisionistes veulent désioniser l'État, veulent un changement du régime. Le régime sioniste est par définition un régime d'apartheid et d'exclusion, puisqu'il se veut l'État des Juifs, alors que dans la région, il y a des orthodoxes chrétiens, des chrétiens, ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient, il y a les musulmans, il y a d'autres communautés, les bédouins, enfin je veux dire, c'est très divers, voilà, c'est multiethnique. Donc la création d'un État juif est paradoxale. Et donc les antisionistes veulent désioniser, enfin actuels, hein, puisque les mouvements religieux sont moindres maintenant, donc veulent désioniser l'État, changer le régime, avoir un régime démocratique de tous ses citoyens. Alors, quelle que soit la forme, hein, binational, un État unique du Jourdain à la mer, etc. Donc, c'est le judaïsme. Hein, donc, le premier chapitre, on l'a appelé sionisme et judaïsme. Mais enfin, l'argument, c'est le judaïsme, ou comme on l'a dit tout à l'heure déjà, le sionisme considère que le judaïsme est la nouvelle forme du judaïsme. Que le sionisme. Non, que le sionisme, pardon, qu'est-ce que j'ai dit, est la nouvelle forme du judaïsme. Et donc, les antisionistes sont anti-juifs. Et donc des traîtres à la nation. Voilà. Enfin, c'est un des non seulement arguments. La nouvelle forme, mais l'aboutissement naturel du judaïsme. L'aboutissement naturel. C'était, on devait y arriver, quoi. Il fallait retourner sur notre terre promise, voilà. Etc. Donc être un vrai juif, c'est être sioniste. Être sioniste. Et vivre en Israël. Voilà. Et pas vivre seulement en Israël. Mais promouvoir et défendre l'État d'Israël. C'est bien pour ça que les sionistes, y compris quand il y a un génocide aujourd'hui, continuent à défendre l'État d'Israël, ce qui est vraiment... Et alors, on rappelle quand même utilement, parce qu'au départ, le sionisme ne cherchait pas spécialement la Palestine, hein, il cherchait d'autres territoires, n'importe quel territoire en fait, qui leur aurait convenu. Je crois que l'Angola avait été évoqué. Oui, le Birobidjan, l'Ouganda, l'Argentine, une partie de l'Argentine. Ils cherchaient, comme à l'époque coloniale, hein, de toute façon, un endroit, ça choquait personne. Alors, ils étaient aussi plutôt athées, construisaient une espèce de socialisme laïque, c'était les premiers sionistes. Pourquoi ils vont arriver sur la Palestine? Justement à cause de l'opposition du monde juif religieux. Ils se disent qu'il faut ancrer le sionisme dans le judaïsme pour pouvoir les gagner. Et donc, ils vont se servir de la Bible. Absolument. Alors, le deuxième chapitre, c'est donc le nationalisme, justement. Donc, pour les sionistes, ils utilisent encore la Bible parce qu'en fait, les Européens, notamment, juifs, n'étaient pas très chauds hein, pour aller là-bas. Hein. Donc, il faut qu'ils utilisent des arguments qui vont les titiller pour les faire aller en Palestine. Et donc, ils disent que c'est une nouvelle foi, enfin le nationalisme, c'est une nouvelle foi, construire un pays pour être protégé.
c'est aussi l'argument qu'ils vont utiliser dans notre troisième chapitre, l'antisémitisme. Hein. C'est créer un pays pour les Juifs, vu tout ce qu'ils ont souffert, ça nous mettra en sécurité. Donc on voit ce qui s'est passé depuis 75 ans côté sécurité. C'est l'endroit le moins sûr. C'est l'endroit le moins sûr. C'est là qu'ils inventent la notion de droit historique. Oui, c'est là qu'ils inventent ça. Qui n'a aucune base juridique. Dans aucun texte juridique du monde, de la planète, ça n'existe. Ils utilisent la Bible comme cadastre, ça n'a aucun sens. C'est un texte religieux, symbolique, à interpréter, mais pas à prendre au pied de la lettre. Alors j'adore parce que, en fait, à l'entrée de chaque chapitre, on a cherché une citation de sioniste. Et celui sur le nationalisme, je l'adore vraiment, c'est de Shmuel Trigano. Comme il conteste la condition comme il conteste la condition de peuple aux Juifs tels qu'ils sont organisés sous la forme d'un État, l'État d'Israël, l'antisionisme conduit nécessairement à prôner le principe de l'extermination des Juifs parmi ses habitants, à l'exclusion des citoyens israéliens musulmans et chrétiens, au nom desquels on condamne le sionisme, dans la mesure où l'on pourrait supposer qu'ils n'accepteraient pas de se faire harakiri. C'est dans la dentelle, vous êtes avec nous, ou vous êtes des antisémites et des assassins exterminateurs. Absolument. Et c'est leur argument qui fonctionne, hein, en fait, à cause de la culpabilité européenne, sans doute. Si vous voulez qu'il n'y ait plus le sionisme, c'est que vous voulez la destruction du pays. Maintenant, on insiste sur le fait, et les textes, il y a beaucoup de textes dans le livre, c'est le changement de régime. J'aime bien utiliser la formule quand on est passé du régime de la royauté à la République. Bon, certes, il y a eu des dégâts, mais je veux dire, le pays n'a pas disparu. La fin de l'apartheid en Afrique du Sud. La fin de l'apartheid en Afrique du Sud. La fin de l'apartheid ne signifie pas la disparition ni des Blancs d'Afrique du Sud, d'ailleurs tout à leur honneur, ni de l'Afrique du Sud elle-même. Au contraire, ça a absolument. Voilà. Et moi, ça m'a toujours étonné qu'en Europe, où finalement la notion, enfin en France notamment, la notion de république, la souveraineté appartient à tous les citoyens, la nation aussi. Et ça m'a toujours impressionné qu'on comprenne que ça s'arrête avec l'exception israélienne. Oui. Tout d'un coup, non, là c'est spécial, eux ils ont droit à un État que pour eux, pas pour les autres. La nation, c'est que eux, pas pour les autres, et la souveraineté non plus. Ça sort d'où ça? Ça n'existe plus depuis très longtemps. Et puis surtout, ça n'a jamais été le modèle français. Enfin, depuis la Révolution française, c'est pas le modèle français. Ils s'en servent. Ils s'en sont servis le 7 octobre. Qu'est-ce que dire bien sûr, c'est un acte de guerre. Tous les paradigmes qui ressortent. Voilà, tous les paradigmes qui sortent. Bon, c'est vrai que sans doute il y a dans l'inconscient une crainte, mais je veux dire, l'analyse politique, il y a une crainte. Très soigneusement entretenue. Mais elle est entretenue. C'est insupportable. Voilà. Insupportable, la propagande israélienne, comment elle fonctionne. Mais dans l'école, Nourit Pellet vient de sortir un article là-dessus d'ailleurs, qui est quand même une chercheuse sur les manuels scolaires en Israël. On l'a mis, je crois, sur le site. Je crois qu'il est sur le site de l'UJFP en français, où elle indique que dès l'âge de 3 ans, dans la première maternelle, quoi, on montre aux enfants des images de l'Holocauste et on leur fait peur. On élève les enfants et jusqu'à l'âge adulte, on les élève dans l'idée qu'ils sont des survivants. Voilà. On n'est pas des êtres humains vivants, on est des survivants d'une extermination contre laquelle on doit lutter en permanence parce qu'elle trouve toujours de nouvelles formes. Et toute nouvelle forme, toute attaque d'Israël et de ce qu'il fait est interprétée comme une attaque, une volonté d'extermination. Donc c'est très compliqué. Dans la peur, voilà. Donc c'est une instrumentalisation. C'est ce qui permet la théorie de la folie. Vous savez qui a été, dès 2009, Tzipi Livni disait vous allez nous rendre fous et on va se battre comme des fous. Cette théorie de la folie, ça porte un nom, mais j'ai oublié lequel en hébreu, c'est celle qui est pratiquée en ce moment même par le gouvernement israélien. Attention, on va devenir fou et on va être immaîtrisable. Pour
qu'est-ce qui le justifie? C'est qu'on est en risque d'extermination. Donc, tout est permis, tout est possible. Et c'est pas de la politique, ça. Je crois qu'on va payer ce qui se passe, les Juifs. Ah bah oui. À cause de ce que Netanyahou et son équipe sont en train de faire en Israël. On va... D'abord, on est devant quelque chose qui ressemble à un génocide. La Cour internationale de justice. Voilà. Il y a une plainte par l'Afrique du Sud. Il y a plus de 800 experts internationaux qui disent attention, ça ressemble à un génocide, on est en plein génocide. C'est in so many words. Je veux dire, de tous les points de vue, à commencer par la déclaration clairement génocidaire des principaux acteurs israéliens. Je veux dire, d'abord, ils ont dit qu'ils allaient le faire. Ils continuent à le dire, là. En plus, il y a des pratiques qui sont génocidaires, il y a des chiffres qui commencent à être génocidaires, bref, tout y est. Si ça se matérialise et que ça aboutit, c'est déjà en cours, c'est horrible. Rendez-vous compte de l'impact que ça va avoir sur les Juifs, sur tous les Juifs, pas que sur les Israéliens, en France et ailleurs. Ça veut dire qu'on sera, à mon avis, au grand plaisir d'une grande partie des Occidentaux, un plaisir inconscient, mais il y a une forme de jouissance perverse dans ça. Si les Juifs arrivent à commettre un génocide, alors là, c'est merveilleux, quoi. La boucle est bouclée, terminée avec notre culpabilité, c'est eux, et ça a toujours été eux. Quelque part, il y a quelque chose, pour moi, de violemment antisémite dans le fait de laisser faire Israël. Et depuis longtemps, pas depuis le 7 octobre, depuis bien plus longtemps que ça. Israël, c'est vraiment un enfant de la guerre qui est porté par des puissances occidentales qui agissent avec lui d'une manière très très équivoque, en fait, très équivoque. Et comme mais ça va porter atteinte aux Juifs du monde entier, ah bah oui. à cause justement de cette assimilation entre le sionisme et l'antisémitisme. L'assimilation entre Israéliens et Juifs, cet autre amalgame qui est très important et qui nous met dans une position justement compliquée, et c'est pour ça qu'on dit pas en notre nom. Parce que c'est un amalgame qui est porté par l'Occident. C'est un amalgame porté par Macron. Quand Macron affirme sa solidarité avec les Israéliens du 7 octobre et avec les Juifs de la communauté juive française, il amalgame, et le fait de dire antisionisme égale antisémitisme, ça amalgame juif et israélien. Et en plus, moi je trouve que c'est pervers et un peu criminel aujourd'hui, parce que ce qui va se passer, c'est que on va morfler, quoi, pour le dire vulgairement. Et puis alors il y a le côté géopolitique, ce soutien inconditionnel à Israël, c'est lié aussi aux politiques anti-musulmanes et anti-arabes de l'Europe, clairement, et c'est la même. Et donc, les lumières et les ténèbres, l'axe du mal et l'axe du bien. Donc le soutien à Israël, c'est aussi le soutien au terrorisme, c'est tout le côté, voilà. C'est la croisade de l'Occident contre le terrorisme, et le terrorisme étant porté par maintenant, il considère qu'il est porté par les musulmans, les arabes. On ne sait pas trop quelle est la nébuleuse qu'ils prennent. Ça, c'est l'alliance, quoi. Ouais. C'est la nature de l'alliance, la nature profonde de l'alliance. Donc, il y a cette complexité. Et puis, le côté géopolitique du soutien des Américains et aussi des Européens, c'est un bout d'Europe, ce que disait déjà Herzl, hein, un bout d'Europe dans ce Moyen-Orient. Donc le troisième chapitre, c'est l'antisémitisme. Bon, on en a pas mal parlé, je ne vais pas y revenir. Le quatrième chapitre, c'est donc colonialisme, impérialisme. Et donc, bon, là, c'est clair, il y a beaucoup de textes. Je veux dire que l'Israël est un État de colonialiste de peuplement. Et ça, il y a beaucoup de travail et d'écrits. On a plusieurs articles, et dans notre bibliographie, on donne également des textes. Mais ce que reprochent les sionistes aux antisionistes, c'est d'utiliser l'argument impérialisme et colonialisme. C'est-à-dire, ce sont les antisionistes qui, effectivement... Eux, ils dénient le fait qu'ils soient des colonialistes. Alors, ils le dénient
Mais c'est récent dans l'histoire, Oui. parce qu'au début, ils le revendiquaient Il le complètement. revendiquait. Les premiers sionistes s'appellent des colons, utilisent le terme, parlent clairement de colonialisme, et disent d'ailleurs les Palestiniens ne nous aimeront pas forcément parce qu'on va les coloniser et les opprimer. Je veux dire, c'est... C'était clair. Mais on a mis une citation, alors je ne sais plus dans quel... Dit. de Ben Gourion, Ben qui oui, c'est dit dans, que le chapitre il d'intro. reconnaît clairement qu'ils sont des colons et C'est dans l'intro. qu'il trouve normal que les Palestiniens se rebellent contre des colons. Je veux dire... Ben Gourion était. Ah bah, il était clair là-dessus. Alors bien sûr, comme le colonialisme, depuis la fin du XXe siècle et le XXIe siècle, c'est quelque chose de mal vu, entre guillemets, puisqu'il y a tout le courant décolonial. Je veux dire, maintenant ils sont dans le déni du colonialisme, mais ils sont clairement... Excusez-moi, du coup j'ai cherché la citation. Ahadam, qui est un des grands penseurs sionistes, qui dit « Ne nous racontons pas d'histoire, politiquement nous sommes les agresseurs et ils se défendent. C'est leur pays parce qu'ils y habitent, alors que nous voulons venir ici et coloniser. Et de leur point de vue, nous voulons nous emparer de leur pays. » C'est-à-dire, il y a toujours eu plusieurs manières d'être sioniste. Ça, on l'a pas dit là, mais je pense que c'est important, mais c'est dans le livre, hein, on le voit dans le livre. Dès le début, il y avait deux visions du sionisme. Il y avait la vision « nous serons les avant-postes de la civilisation dans la barbarie », c'est-à-dire une vision totalement alignée sur le contexte occidental de l'époque, hein, sans pitié pour les peuples autochtones d'ailleurs. Et il y avait une vision d'émancipation nationale, il y avait une des manières de se... Il faut aussi se remettre dans l'époque, qui était une époque très dure pour les Juifs. Hein. Franchement, le début du XXe siècle, fin XIXe, c'était pas particulièrement joyeux. Il y avait vraiment, même en France, enfin, il y avait... l'affaire Dreyfus, hein. Évidemment. C'était vraiment une sale époque. Donc, c'était tout à fait normal que les Juifs cherchent des solutions à leur malheur. Et cette idée de l'émancipation nationale, par la voie nationale, elle était aussi dans l'air, puisque c'était le moment des États-nations. Le 7 octobre, c'est une surprise pour les gens qui ont envie de se fermer les yeux, les oreilles et la bouche. Pour tous les autres, ce n'était pas une surprise. Ni l'agression du Hamas, ni les répliques, elles sont dans le livre. Alors, même si, y compris l'agression du Hamas et la réplique, sont des crimes de guerre, mais le problème politique, il est ailleurs et il ne faut pas... voilà. Oui, c'est sur le mot surprise que je disais que c'est pas une surprise. C'est peut-être une catastrophe, mais c'est pas une surprise. Pas une surprise. Oui, quand on sait aussi le nombre de morts côté palestinien qu'il y avait eu depuis début 2023, que ce soit en Cisjordanie. Maintenant on est presque à 300 pour la Cisjordanie, je crois. Ce soi-disant pacifiste l'a offert Bronstein, qui était sur une télévision française, expliquer en fait non, c'était plutôt calme 2022, 2023. Non, pardon, c'était calme pour qui? À Tel Aviv, Place Rabin, c'était calme peut-être, mais sûrement pas dans les territoires occupés où les gens sont persécutés quand même. Il y a eu des vrais pogroms. Là, il y a eu des pogroms. C'est quasiment un mort par jour. Ouais. Les gens réalisent pas. Si on disait qu'en Israël, aujourd'hui, côté juif israélien, il y avait un mort par jour, vous pensez que le monde serait aussi silencieux? Pas du tout. Alors après, évidemment, les gens vous disent c'était plutôt calme. Eh ben non, la preuve. Le problème, c'est qu'on n'en parle pas du tout dans les médias. Voilà. En général. Oui, ben voilà. Personne n'est au courant. Parce que c'est la voie de l'Alliance. C'est le soutien à Israël. Donc notre dernier chapitre, c'est sionisme et après. On voulait quand même réunir aussi des textes qui proposaient des solutions, parce que, je veux dire, on est dans une impasse totale. Parce que l'argument sioniste, c'est de dire si Israël n'a pas son État, si les Juifs n'ont pas leur État et s'il n'y a pas de colonisation, il n'y a pas d'avenir pour le peuple. S'il n'y a pas une souveraineté exclusivement juive, on est foutu. Voilà. Au sens où la souveraineté partagée, on a déjà vécu ils n'ont pas eu vrai. Voilà.
Ça n'a pas marché, donc la seule solution, c'est la souveraineté exclusive. Or là, il y a les gens auteurs de, voulu ce dépasser chapitre disent que non, il y a plein de solutions possibles. C'est des solutions politiques où il faudrait se mettre autour d'une table et les négocier. Donc il y a la solution binationale, la solution État unique entre le Jourdain et la mer, il y a les fédérations, il y a un truc de canton, enfin bon, il y a plein de solutions. Si on regarde la Suisse, la Belgique, d'autres pays, voilà, il y a des possibilités de ce type-là. Et il y a la solution extrême que proposent Swirsky et Ben Arié, où on donnerait, c'est un petit peu ce qui s'est passé en Afrique du Sud, on donnerait la direction du pays aux colonisés. je trouve pas ça si extrême d'ailleurs. Non, c'est pas si extrême. C'est une posture, ça a toujours été la posture par exemple du Mats Pen, Oui. qui était, quand on veut résister contre l'oppression coloniale, on se met au service des colonisés. Et c'est une posture qui est logique. Oui. Après, dans la vision de l'État partagé, mais ils disent qu'il faut enfin écouter le colonisé. Ah c'est oui. surtout par rapport au désert et à l'irrespect et à la déconsidération de l'autre dans la posture coloniale qu'ils s'attaquent. Déjà, si on regarde la carte, Bah oui, c'est ça. sur le terrain, et ça c'est pas de la faute des antisionistes, c'est de la faute des sionistes, c'est eux qui l'ont fait, ils ont construit un seul État, de la mer au Jourdain, avec leur souveraineté unique. C'est ce qui a fait passer d'ailleurs la majorité des mouvements de solidarité et les Palestiniens eux-mêmes à une autre définition qui était celle de l'apartheid, en disant on n'est plus dans la situation uniquement d'une occupation de territoires occupés, on est dans une situation de la mer au Jourdain, une seule souveraineté oppressive et un régime de loi sur le territoire stricto sensu d'Israël, pas en enlevant les territoires occupés de Cisjordanie. Le centre de recherche pour les minorités, le centre juridique légal pour les minorités, la minorité palestinienne d'Israël, dénombre plus de 65 lois discriminantes. La plus grande étant celle qu'on cite à plusieurs reprises d'ailleurs, parce qu'on y est obligé, celle de 2018, qui ne donne la nation, qui n'accorde l'autonomie nationale, le droit à l'autodétermination nationale, qu'aux juifs. Donc, du monde entier. Enfin, potentiellement du monde entier, par la loi du retour. Voilà, par la loi du retour. C'est une loi du sang plutôt qu'une loi du sol, en fait. Oui. Ah ben c'est clair. Oui. Comme l'Allemagne. Comme en Israël n'ont pas les mêmes droits que les autres. Oui, enfin, ça n'a rien de progressiste. En l'occurrence, c'est eux qui ont fait partie, qui ont construit cette... Et on dit qu'ils veulent vider Gaza de tous ses habitants pour les repeupler de colons, de nouveaux colons. Ce qu'il y a dans un des textes, c'est la suite de l'apartheid. Qu'est-ce que c'est après l'apartheid? C'est l'exclusion. Et c'est donc cette espèce de nouvelle Nakba qu'on voit en cours, là, maintenant. Oui, mais ça fait partie de la politique sioniste, enfin de l'idéologie sioniste. Bon. D'ailleurs, plusieurs dirigeants israéliens actuels ont clairement dit qu'ils voulaient réduire la population de Gaza, et puis apparemment il y a déjà des plans de... Ah oui, c'est absolument incroyable. Prévus, pour Gaza. Sur les morts. Oui, mais pour moi, c'est pas une continuité, ça. C'est pas une suite logique après l'apartheid, c'est une rupture. Pour moi, ça, c'est la rupture de ce gouvernement-là, qui marque comment dire, de la même manière, je disais tout à l'heure qu'il y avait un sionisme un peu libéral et émancipateur qui a disparu, qui a perdu la bataille, il y avait aussi un sionisme de droite, le sionisme de Jabotinsky. Révisionniste, qu'on appelle le sionisme révisionniste. Là, c'est lui qui a gagné. C'est plus les travaillistes de la gauche sioniste, responsables de la Nakba et du mur, de l'apartheid. Ça, c'est le boulot de la gauche sioniste, ou du centre, gauche-centre. Donc, pour faire une digression, le texte de Gideon Lévy dans notre livre dit sionisme de gauche, c'est un oxymore. Il n'y a pas de sionisme de gauche. Il y a le sionisme ou la vraie gauche qui est antisioniste.
Cela dit, le sionisme de gauche, ça fonctionne comme en France. C'est la social-démocratie, on va dire libérale. Ça amène directement le Front National. Donc ils l'ont, leur Front National. C'est ce qui est en place aujourd'hui. C'est les colons, le gouvernement des colons, avec un corrompu à sa tête, etc. Et eux, ils n'en ont rien à faire de l'apartheid. Ils veulent l'évacuation, comme on dit, l'épuration ethnique. Ou le génocide s'il n'y a pas le choix. C'est-à-dire, on les vire tous dans le Sinaï, et s'il n'y a pas le choix, on les tue tous. Ils sont en train de les priver de nourriture, de communication, d'électricité, d'eau. Oui, on voit bien que l'éradication du Hamas n'est qu'un prétexte pour bombarder à l'aveugle des civils, des enfants. Absolument. Aucun des objectifs de cette guerre ne peut être rempli, des objectifs annoncés. Donc le véritable objectif, c'est se débarrasser de Gaza. Ce qui nous renvoie à la grande phrase de Rabin, homme de gauche, sioniste de gauche, « Je rêve de voir Gaza englouti dans la mer », pendant les négociations d'Oslo. Hein. Pour le dire vite, les anticolonialistes israéliens, ça doit faire 10 000 personnes. Ce qu'on voit dans les grandes manifs israéliennes. 10 000 personnes, ça ferait 100 000 ici, hein, si je rapporte à la population. Il y a à peu près 6,5 millions de juifs en Israël, 67 millions en France, on multiplie par 10, ça ferait 100 000 personnes. C'est pas magnifique, c'est pas négligeable. La question, c'est le contexte. Il y a eu un contexte dans lequel Michel Warshawski, reprenant une citation de Uri Avnery, disait « On est la petite roue qui active la grande ». Il parlait de ce mouvement anticolonialiste israélien, qui est la petite roue, qui avait réussi à activer la grande roue de la paix maintenant, on va dire, du grand mouvement de la paix maintenant, qui a fait sortir Israël du Liban. Il disait, on a été la petite roue, on a réussi à activer la grande. Aujourd'hui, dans le contexte dont on parle, zéro. Il y a une petite roue collée au mur, il y a une répression de tout ce qui bouge, ils sont en train d'écrire des pétitions, les universitaires, en disant on ne peut pas dire un mot. Le mot cessez-le-feu vous vaut d'aller en prison quand même en Israël. Ça a un petit peu changé, il y a eu une manif il y a quelques jours. Ça commence à revenir. Alors on ne sait pas s'ils vont basculer vers... Ils demandent le cessez-le-feu, c'est notamment les familles des otages. Donc on ne sait pas. Pour l'avenir, on ne sait pas. Il risque, on espérerait un basculement, mais on ne sait pas. Alors ce qui caractérise les mouvements anticolonialistes en Israël, c'est simple. C'est très simple. C'est le travail avec des Palestiniens. Ça a été... Alors, il y a des groupes qui ont vécu, qui ont été importants au début des années 2000, qui vivent beaucoup moins à cause du mur. Taïouch, c'était ça veut dire coexistence, mais dans un bon sens. C'est osmose presque. C'était un groupe judéo-palestinien d'Israël qui était actif dans les territoires occupés, qui apportait une solidarité active dans les territoires occupés, qui a dû quasiment cesser ses activités à cause du mur, puisque le mur s'est construit depuis les années 2000 et empêche... Il y a de moins en moins de facilité pour les Israéliens d'accéder aux territoires occupés. Mais il y a eu les anarchistes contre le mur qui avaient pris le relais, des jeunes très actifs. Il y a eu un très beau film là-dessus d'ailleurs, Gaza mon amour, je crois que ça s'appelait, dont un des leaders est en prison parce qu'il refuse tout accommodement qui serait dû à sa posture d'Israélien juif. Il veut être traité comme un Palestinien. Il y a Omdim Yachad, Standing Together, qui est un groupe important d'obédience communiste, hein, comme Taïouch aussi, hein, c'était dans la mouvance communiste, composé de beaucoup de jeunes. Si vous voulez, c'est clair aujourd'hui. Il y a ceux qui misent sur la séparation, voire l'épuration ethnique, et il y a ceux qui misent sur le maintien d'un lien avec les Palestiniens dans l'idée d'un partage. Ça n'a pas beaucoup changé depuis un siècle. Je m'entends le dire et je me dis, c'est pareil, quoi. Ouais. C'est encore ça. Il y a tout un milieu intellectuel, universitaire, mais il y a aussi, on m'a dit le chiffre de 500 000 personnes qui ont quitté Israël depuis le 7 octobre. 500 000, c'est énorme. Un demi-million.
Sachant qu'il y en avait déjà eu beaucoup dans les dernières années. Globalement, il y a 1 million d'Israéliens qui sont partis, de ce que j'ai lu il y a 2-3 jours, je sais plus. Je sais pas j'avais pas la date. C'est-à-dire le sixième de la population, c'est ouais. quand même ahurissant. Ça aussi, c'est ahurissant que la presse ne le relaye pas. C'est pas un détail mineur qu'un sixième de la population ait décidé de prendre la porte, de lâcher l'affaire, parce qu'il ne supporte plus ce qui s'y passe quand même. Et ça, le gouvernement israélien n'en parle jamais. C'est les chiffres qu'on... Bah non. Mais ce sont... alors, ils sont obligés quand même, parce qu'il y a des chercheurs qui ont ces chiffres et qui les disent, mais qu'il n'y ait pas d'interrogation, même à l'étranger. C'est pas rien ce qui se passe quand même. Mais Warshawski, dans son petit bouquin, là, il dit qu'il risque d'y avoir tous ceux qui sont contre la politique israélienne vont partir et il restera les extrémistes de droite et les fascistes. Qu'est-ce qui arrivera? Ce serait une des possibilités la pire. Et les orthodoxes. Parce qu'il y a aussi un problème de classe sociale. Hein. Oui. Il y a ceux qui ont les moyens de partir et ceux qui ne les ont pas. Il y a ceux qui ont des passeports européens et qui les ont réactivés parce que toutes ces 20 dernières années, ça a été la ruée au passeport européen. Roumain, polonais, hongrois. Français Français évidemment, espagnol, portugais, etc. Selon l'origine de leur famille, ils ont fait fonctionner. Ce qui montre d'ailleurs une confiance grandissante dans le sionisme et ses réalisations. Je veux dire, si on est en sécurité, je ne vois pas pourquoi on le fait. Donc tout ça a explosé après le 7 octobre. Hein. C'est ce qui rend la situation si chaotique et incompréhensible vue de l'extérieur en Israël, quoi. Et puis les universitaires qui ont été censurés, il y en a aussi beaucoup qui sont partis enseigner dans des universités européennes, Australie, enfin vous avez tous les pays dont vous avez des textes. Hein? Ilan Pappé, par exemple. Ilan Pappé, oui. Et vous avez Ariela Aisha Azoulay qui est aux États-Unis, vous avez Ila Dayan qui Ila Dayan est aux Pays-Bas, à Amsterdam. Enfin bon, pour en citer quelques-uns qui sont dans le livre, quasiment tous ceux qui ont pris une distance vis-à-vis du sionisme et qui ont un discours critique n'ont pas pu rester enseignés en Israël. Donc moi je les trouve, alors après c'est un truc complètement subjectif, hein, ce que je vais dire. Moi, je ne les trouve pas très opérants. Le PC israélien, il a quand même quelques gamelles historiques à traîner. Il est actif aujourd'hui sur... Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il a, par exemple, Standing Together, que je citais tout à l'heure, c'est une de ses émanations. Hadash, c'est une de ses émanations. Qui a 4 députés quand même à la Knesset. C'est une alliance parlementaire. Oui. Ou c'est pas une alliance, c'est un sous-groupe du Parti communiste. Oui, si, c'est une alliance. C'est une alliance. C'est une alliance, pardon. Front démocratique pour la paix et l'égalité, voilà. En alliance avec les Black Panthers, enfin, qui étaient avant. Hein, mais c'est le Parti communiste qui est la principale organisation dans le Hadash. Voilà. Et alors, son option, c'est un État laïque de tous ses citoyens. Je n'ai pas cité dans les groupes anticolonialistes, et je trouve que c'est important de ne pas les oublier, c'est Breaking the Silence. Et je n'osais pas le dire parce que je n'étais pas sûre. Alors, parce qu'au départ, il ne se positionnait pas comme un groupe anticolonialiste, voilà. Sauf que on s'est chargé de leur faire comprendre qu'ils l'étaient par la persécution. Tout arrive à qui sait attendre. Et donc, forcément, la situation s'est tellement radicalisée que même quand vous n'êtes pas un radical et que vous êtes dans cette situation, vous êtes obligé de vous radicaliser. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Et donc, là... ils ont eu des procès, ils ont été arrêtés, ils ont été empêchés de parler, etc. Il y en a qui ont été en prison, je crois. Oui. Tout ça étant basé sur... Breaking the Silence, c'est un groupe qui est né chez des soldats qui étaient envoyés à Hébron pour aider les colons à persécuter la population. Et qui, en général, se contentent de croiser les bras pendant que les colons tabassent les Palestiniens de Hébron et ne disent rien. Et une partie de ces soldats
avait décidé à l'époque de faire une exposition de photos et de vidéos qu'ils avaient faites à Hébron. Cette exposition, ils l'ont faite dans Tel Aviv, au cœur de Tel Aviv, c'est-à-dire au cœur de la capitale objective du pays, en disant, et elle était motivée de cette manière, en disant, nous voulons que nos parents viennent voir ce que nous faisons à Hébron et nous disent s'ils sont d'accord pour qu'on risque notre vie pour ça. C'était à peu près le cadre de l'expo. À partir de là, ils ont développé des prises de témoignages de soldats. Soit frontales si les soldats acceptaient de ne pas être anonymes, soit plutôt anonymes. les réservistes, puis non, Ça dépend. Alors, ouais. C'est sûr que les réservistes, beaucoup. Ils peuvent plus parler. Mais c'est pour ça qu'ils ont accepté l'anonymat, mais en posant des règles très très précises. Ce sont des gens, leur groupe de base, d'ailleurs l'un d'entre eux vient de mourir autour du 7 octobre. Je crois qu'il a été tué, je ne sais plus dans quel kibbutz, leur trésorier, je crois. C'est des gens extrêmement rigoureux, très haut niveau intellectuel, genre des doctorants de machin, et très rigoureux dans leur pratique. Et là, ils recommencent en ce moment à accumuler des témoignages actuels de gens qui sortent de Gaza et qui témoignent. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux d'horribles propagandes filmées par des soldats odieux, dans des situations odieuses, etc., on n'a pas encore entendu ceux qui sont allés, peut-être parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils étaient appelés et qu'ils n'avaient pas le cran de refuser, mais qui commencent à témoigner pour Breaking the Silence. Et à mon avis, ça devrait faire du bruit. Il y a le petit jeune là, qui a eu le cran de refuser d'y aller. Il y avait 200 lycéens qui en août avaient écrit une lettre qui disait qu'ils n'iraient pas. Alors là, il n'y en a qu'un officiellement qu'on connaît qui a refusé. Parmi les 200 lycéens, je ne sais pas si d'autres ont refusé. Mais dans l'armée israélienne, il y a toujours eu ce qu'on appelle le refus gris, c'est-à-dire le refus déguisé. On trouve un prétexte pour pas... Énormément. Énormément de gens. D'ailleurs, ils ont de plus en plus de mal à parler des chiffres, parce que pas tout le monde a le cran de dire... parce que lui, il rentre en taule pour un mois, mais ça va être reconduit, ça peut être reconduit pendant 3 ans. À l'époque, il y avait eu un des fils d'un grand militant, je ne me rappelle plus, c'était Kaminer, et il a passé des mois, voire quelques années en prison par son refus. Alors lui, le jeune d'aujourd'hui, là, il l'affronte, mais... Peut-être pas beaucoup, ouais. Les réfusniks, c'est ce qu'on appelle les réfusniks, et ils ont un problème après pour trouver du boulot, puisque s'ils n'ont pas fait l'armée parce qu'ils l'ont refusé, socialement, ils sont plus ou moins morts. Hein. Ils sont sur une liste noire. Ouais, oui. Donc c'est vraiment un engagement ça fort. Ça dépend aussi de leur milieu social, il ne faut pas exagérer. Oui. Les réfugiés qui ont trouvé du boulot, moi j'en connais. Hein. Oui, bon. C'est pas la tragédie. Non, c'était vrai. Dans les années 50 et 60, si vous n'aviez pas fait l'armée en Israël, vous aviez un gros problème. Quelle que soit la raison. Moins maintenant, oui. Non, vraiment beaucoup moins, beaucoup moins. Sauf dans certains secteurs. Et aussi, c'est une question de catégorie sociale. Ouais. Si vous avez un doctorat en sociologie, vous aurez du mal à trouver du boulot, mais pas parce que vous n'avez pas fait l'armée. Ok. Bon, eh bien, je pense qu'on va s'en tenir là. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous.